Allô tout le monde, vous m'avez vraiment manqué et je suis très contente d'enfin poster cette vidéo. On est vendredi matin et j'espère fort qu'elle sera prête pour l'après-midi. Bon alors, aujourd'hui nous allons plonger dans le mystère de la disparition du vol MH370. Netflix en a fait une série documentaire, mais franchement j'ai pas du tout accroché. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de redondance et du coup j'ai préféré faire mes propres recherches. Alors si par hasard vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop aimé ce documentaire mais vous voulez en savoir plus sur cette histoire incroyable, vous êtes au bon endroit. Et si parmi vous il y en a qui ne connaissent pas du tout cet incident, je suis contente de vous le faire découvrir. La disparition du vol MH370 continue de hanter les esprits et de susciter des questions sans réponse. Cet incident a déconcerté les experts et les enquêteurs du monde entier, laissant derrière lui une multitude de théories intrigantes et, disons-le, beaucoup d'autres qui sont loufoques. Comment un avion moderne peut-il disparaître sans laisser de traces? Le mystère du vol MH370 est un rappel poignant de l'immensité et de la complexité de notre monde moderne. Il nous pousse à remettre en question nos certitudes et à explorer l'inconnu. Alors que nous cherchons toujours des réponses, ce mystère, lui, continue de planer. Bien sûr, si vous aimez les histoires mystérieuses, étranges, inexpliquées et surtout incroyables mais vraies, vous êtes sur la bonne chaîne, car c'est ce que je vous propose. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça coûte rien, mais c'est très important pour moi car ça m'encourage à continuer et bien sûr, ça m'aide à référencer ma chaîne. Pour revenir à notre histoire, aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de percer le secret du vol MH370, explorer les différentes théories qui ont émergé au fil du temps et plonger dans les profondeurs du mystère pour tenter de déceler une once de vérité cachée. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Tout a commencé le soir du 8 mars 2014. On est minuit 42 et le Boeing 777-200ER appartenant à la Malaysia Airlines s'apprête à s'envoler de Kuala Lumpur en direction de Pékin. Le vol est identifié comme MH370 et compte à son bord 227 passagers et 12 membres d'équipage, ce qui revient à 239 personnes au total. La majorité des passagers étaient chinois, mais il y avait également 38 Malaisiens et des citoyens d'Indonésie, d'Australie, d'Inde, de France, des États-Unis, d'Iran, d'Ukraine, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de Russie et de Taïwan. Aux commandes de l'avion, il y avait le premier officier Farik Hamid, alors âgé de 27 ans, et le commandant de bord Zahari Ahmad Shah, qui, du haut de ses 53 ans, était l'un des plus hauts commandants de bord de Malaysia Airlines. Il faut savoir que ce vol, le MH370, était le dernier vol d'entraînement de Farik, à l'issue duquel il serait certifié, et donc, vous l'aurez compris, Zahari était en quelque sorte son instructeur de vol. Dans la cabine se trouvaient 10 agents de bord, tous malaisiens, qui devaient s'occuper de 227 passagers, dont 5 enfants. Après la disparition du vol, Malaysia Airlines a publié les noms des passagers et de l'équipage selon les informations du manifeste. Mais par la suite, ils ont inclus 2 autres passagers qui voyageaient avec des passeports autrichiens et italiens volés. Il faut savoir que l'itinéraire de vol Kuala Lumpur-Pékin était bi-quotidien pour la Malaysia Airlines et que Zahari, qui était pilote avec la compagnie depuis 1981, le connaissait très bien. Donc, autant le dire, Zahari était capable de faire Kuala Lumpur-Pékin les yeux fermés. Zahari, puisqu'on en parle, était marié et père de 3 enfants, tous adultes. Il vivait dans un lotissement de luxe et possédait 2 maisons. Dans l'une de ces maisons,
il avait installé un simulateur de vol Microsoft qui était assez professionnel. Zahari pilotait souvent ce simulateur et il partageait souvent ses expériences sur des forums en ligne. Je parle bien sûr de ses expériences en rapport avec le simulateur de vol, hein. Donc, comme je disais, au tout début, le vol a décollé à minuit 42. La météo était propice, le ciel dégagé et éclairé par la lune. Des conditions de vol idéales, quoi. Les 40 premières minutes du vol se sont déroulées sans accroc. Dans le cockpit, pendant que Farik pilotait l'avion, le capitaine Zahari s'occupait des communications radio. Bien que Zahari n'était pas une personne autoritaire, Farik était quand même formel et respectueux envers lui. J'imagine dans le genre, il respectait cette relation enseignant-élève et ne dépassait pas ces limites-là. Ce qui peut être compréhensible, mais on peut aussi comprendre que peut-être Zahari aurait aimé un Farik plus friendly, mais bon, là on est vraiment dans les suppositions. Bref, bien que rien d'extraordinaire n'a été relevé au début du vol, les communications de Zahari, elles étaient un petit peu anormales. Par exemple, il a annoncé à la tour de contrôle que l'avion avait atteint son altitude de croisière de 35 000 pieds, alors que c'était quelque chose que le pilote devait dire avant de faire, étant il devait prendre l'autorisation de la tour de contrôle pour monter à 35 000 pieds et pas le faire puis l'annoncer comme chose faite. Il faut garder en tête que Zahari est loin d'être un novice et donc qu'il fasse ce genre de bourde est un peu inconcevable. À 1h07 du matin, le dernier rapport de position automatisé de l'avion a été envoyé. À 1h19, le MH370 est aux abords de l'espace aérien vietnamien. Le contrôle aérien malaisien a annoncé au commandant le transfert du vol au contrôle de Ho Chi Minh et Zahari a répondu « Bonne nuit, Malaysia 370 », sans répéter la fréquence. Mais ça, par contre, ce n'était pas inhabituel, mais c'était la dernière communication radio reçue de ce vol. 2 minutes plus tard, le transpondeur de l'avion a cessé de transmettre, juste au moment où l'avion s'apprêtait à entrer dans l'espace aérien vietnamien, au-dessus de la mer de Chine méridionale. Bien sûr, vous l'aurez compris, Zahari ne s'est jamais identifié auprès du contrôle aérien vietnamien, puisqu'à peine quelques secondes après avoir pénétré dans l'espace aérien vietnamien, le MH370 a disparu des radars et toutes les tentatives pour le contacter ont échoué. Ne le retrouvant sur aucun radar et dans l'impossibilité de le contacter, l'armée malaisienne s'est impliquée et à 1h30 du matin, le radar militaire malaisien a pu suivre le MH370 alors qu'il faisait demi-tour pour survoler la péninsule malaisienne en direction du nord-ouest, puis au-dessus du détroit de Malacca. À 2h22, alors que l'avion était au-dessus de la mer d'Andaman, le radar a perdu le contact. Le vol MH370 a été détecté pour la dernière fois à 8h11 du matin par un satellite Inmarsat qui était en orbite géostationnaire au-dessus de l'océan Indien. Environ 1 heure après l'atterrissage prévu, Malaysia Airlines a annoncé la disparition du vol à des centaines de familles qui attendaient impatiemment un avion qui n'atterrira malheureusement jamais. Les efforts de recherche et de sauvetage ont commencé peu de temps après cette annonce, notamment dans le sud de l'océan Indien, au niveau de la mer de Chine méridionale. Puis, ayant déterminé que l'avion avait tourné vers l'ouest peu après l'arrêt du transpondeur, les efforts de recherche se sont concentrés sur le détroit de Malacca et la mer d'Andaman. Ce n'est qu'une semaine après la disparition de l'avion que le contact Inmarsat a été révélé. Donc, la géolocalisation qui a été faite par le satellite dont je vous ai parlé, en fait, cette information n'a été reçue qu'une semaine après la disparition du vol. Et bien que l'analyse du signal n'a pas permis de localiser l'avion avec précision, elle a permis de déterminer que l'avion pourrait se trouver n'importe où sur 2 arcs. Le premier arc s'étend vers le sud, de Java jusqu'à l'océan Indien, au sud-ouest de l'Australie. Et le deuxième arc s'étend vers le nord, du Vietnam jusqu'au Turkménistan. Ces 2 arcs s'étant révélés finalement infructueux, la zone de recherche a été étendue à l'océan Indien, au sud-ouest de l'Australie, à l'Asie du Sud-Est, à l'ouest de la Chine, au sous-continent indien et à l'Asie centrale. C'est vous dire, c'est une zone de recherche immense. Le 24 mars, donc après 11 jours de recherche, le premier ministre malaisien, Najib Razak,
a annoncé que, sur la base des analyses des différents signaux reçus par l'avion, celui-ci semble s'être écrasé dans une partie reculée de l'océan Indien, à 2500 km au sud-ouest de l'Australie, et qu'il n'y avait probablement aucun survivant malheureusement. Entre le 6 et le 8 avril 2014, à environ 2000 km au nord-ouest de Perth, en Australie, un navire australien a détecté plusieurs pings acoustiques. Sachant que l'analyse de l'Inmarsat a révélé un signal partiel de l'avion le 15 mars vers 8h19, dont la localisation coïncidait avec l'emplacement des pings détectés par le navire australien, donc ces fameux pings sont supposés provenir de la boîte noire de l'avion. Des sous-marins se sont alors lancés à la recherche de cette fameuse boîte noire, mais aucune boîte noire, ni même aucun débris d'ailleurs, n'a été retrouvé. Et le plus drôle, ou peut-être le plus triste, c'est que des tests ultérieurs faits sur les équipements acoustiques du navire australien ont révélé qu'un câble défectueux aurait bien pu produire les pings. Ce n'est que le 29 juillet 2015, donc plus d'1 an plus tard, que le premier débris a été retrouvé sur l'île de la Réunion, à environ 3700 km à l'ouest de la zone du ping. Le débris retrouvé était un flaperon de l'aile droite. Au cours de l'année et demie suivante, 26 autres débris ont été découverts au large de la Tanzanie, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de Madagascar et de l'île Maurice. Donc, au total, il y a eu 24 pièces de l'épave qui ont été repêchées. Les emplacements des débris ont été bien sûr utilisés pour rétrécir la zone de recherche dans l'océan Indien. Sur ces 27 pièces de débris, 3 seulement ont été identifiées comme appartenant sans aucun doute possible au vol MH370. Les 17 autres sont supposés provenir de l'avion, mais disons qu'il n'y a rien qui le prouve à part que ce soit des pièces d'avion, c'est tout. Maintenant, pour les 3 pièces dont on est sûr de l'origine, donc les 3 pièces dont on est sûr qui proviennent du vol MH370. Il y en a 2 qui provenaient de l'intérieur de la cabine, suggérant que l'avion s'était brisé, mais on ne sait pas si ça s'est passé dans le ciel ou suite à l'impact avec l'océan. Aussi, l'analyse du flaperon de l'aile et d'un morceau du volet de l'aile droite a montré que l'avion n'avait pas subi de descente contrôlée. Autrement dit, ce n'était pas une tentative d'amérissage raté qui a conduit au crash. En janvier 2017, soit près de 4 ans après le crash, les gouvernements malaisiens, australiens et chinois ont abandonné les recherches du vol MH370. Au même moment, Ocean Infinity, qui est une société américaine spécialisée dans les recherches d'épaves dans les océans, comme son nom l'indique d'ailleurs, a reçu l'autorisation du gouvernement malaisien pour pouvoir poursuivre ses recherches, mais seulement jusqu'en mai 2017. La question qui me brûlait la langue, puis je suis sûre que vous vous posez, c'est pourquoi mai 2017? En fait, c'est tout simplement parce que c'est la date à laquelle le ministre malaisien des Transports a annoncé officiellement l'abandon des recherches. Mettant entre le temps de la décision officieuse et le temps de la décision officielle, Ocean Infinity avait l'autorisation de chercher encore l'épave dans les océans. Après cette annonce, il a fallu attendre plus d'1 année pour que le gouvernement malaisien publie en juillet 2018 son rapport final sur la disparition du vol MH370. Dans ce rapport, on peut lire que le dysfonctionnement mécanique est extrêmement improbable et que le changement de trajectoire de vol résultait probablement d'interventions manuelles. Mais le rapport ne statuait pas sur la raison de la disparition du vol. Le pourquoi n'a jamais pu être élucidé. À défaut de pouvoir expliquer hors de tout doute les raisons de la disparition de cet avion, nous allons explorer ensemble les différentes théories qui ont émergé au fil des années et qui ont suivi la disparition du MH370. La première, et la plus connue je pense, est que le commandant Zahari a voulu se suicider et a tout planifié en ce sens. Cette théorie a été avancée par un journaliste en aéronautique du nom de Jeff Wise. Selon lui, peu après 1h du matin, quand Zahari a envoyé son dernier message au contrôle aérien de Kuala Lumpur, et juste avant d'entrer dans l'espace aérien vietnamien, il aurait obligé le premier officier Farik à quitter le cockpit pour verrouiller la porte derrière lui et avoir le contrôle total de l'appareil. Par la suite, vers 1h20 du matin,
Zahari aurait éteint tous les composants électroniques de l'avion, le faisant ainsi disparaître des radars. C'est là qu'il aurait dirigé l'avion vers la péninsule malaisienne. À ce moment-là, Zahari est supposé être toujours seul dans le cockpit. Donc, il aurait dépressurisé la cabine, provoquant ainsi la chute des masques à oxygène. Les masques étaient évidemment inutilisables puisque les générateurs d'oxygène de l'avion n'ont fonctionné qu'à peu près 15 minutes. Zahari, lui, avait droit à un masque un peu plus sophistiqué, ce qui lui permettait de rester conscient assez longtemps pour continuer à piloter l'avion jusqu'à épuisement du carburant. Puisqu'on en parle du carburant, justement, à partir de ce point-là, le carburant aurait tenu 6 heures de vol et au bout de ce temps-là, quand l'avion n'avait plus de carburant, Zahari aurait piqué avec l'avion vers la Terre, se tuant et tuant tout le monde à bord par la même occasion. Ici, j'aimerais bien faire une petite correction. Vu que la cabine était dépressurisée depuis 6 heures sans masque à oxygène fonctionnel, on imagine que toutes les personnes à bord étaient déjà malheureusement décédées depuis un moment. Donc Zahari aurait du coup commencé par faire un meurtre de masse en privant tout le monde d'oxygène, puis se serait tué lui-même en crachant l'avion une fois qu'il s'était vidé de son kérosène. Concernant le pourquoi. Pourquoi il aurait attendu que l'avion se vide de son fuel avant de le cracher? Je pense, et puis c'est vraiment une théorie personnelle, que s'il avait vraiment fait tout ça, arrivé à ce point, il voulait simplement éviter une explosion en crash. Mais bon, maintenant, pourquoi voulait-il éviter une explosion vu qu'il ne semble pas du tout se soucier de la vie des autres? Ça, j'en ai aucune idée. Pour revenir à la théorie du suicide, malgré sa plausibilité, le journaliste qui l'a avancé avait quand même certains doutes, puisqu'il dit que même si dans l'histoire, il y a eu des pilotes qui ont décidé de zigouiller leurs passagers, il n'y a jamais eu de cas où le pilote a mis 6 heures pour s'exécuter. Donc, pour conclure avec cette théorie, c'est peut-être bien Zahari, ou peut-être pas. Rien n'est gravé dans la pierre ici, hein. Une autre théorie a été adoptée par les Tom Noders. Les Tom Noders sont un groupe de cyberdétectives qui ont utilisé une plateforme d'imagerie satellite appelée TomNode pour tenter de localiser le crash. Cindy Hendry, une Tom Noder, a réussi à localiser des morceaux de débris d'avion dans la mer de Chine méridionale et a même pu les identifier comme étant le cône avant du vol MH370, son fuselage et sa queue. Malgré le fait que Cindy avait transmis sa découverte au TomNode, elle n'a jamais eu la confirmation indiquant qu'elle avait tagué les débris et les autorités malaisiennes sont restées convaincues que le MH370 était sur un itinéraire différent qui se dirigeait plutôt vers le nord-ouest en direction de Malacca. Pourquoi les autorités ne voulaient pas explorer les théories des Tom Noders? Ça, j'en ai aucune idée. Une autre théorie voudrait que le vol ait été intercepté par des avions AWACS américains. Selon Florence de Changy, auteure et journaliste d'investigation, la liste de fret du MH370 indiquait que 2,5 tonnes d'appareils électroniques, incluant des batteries au lithium, des talkie-walkie et des accessoires, étaient transportés dans la soute. Cependant, cette cargaison aurait été chargée sans être scannée, ce qui voudrait dire que cette cargaison contenait une technologie américaine très avancée. De plus, 2 avions AWACS américains auraient été repérés à proximité du MH370. Les avions, selon cette théorie bien sûr, ont dû demander à Zahari d'atterrir afin de pouvoir inspecter la cargaison. Mais il a refusé, ce qui les a incités du coup à abattre le vol au-dessus de la mer de Chine méridionale. Pour être franche, je trouve cette théorie très peu crédible. Vous me direz si vous êtes du même avis que moi ou pas dans les commentaires. Mais c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de complots dedans, puis je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, puis on pourra en discuter. La 4e théorie est celle des terroristes russes. Je vous explique. Le 17 juillet 2014, le MH17, un autre vol de Malaysia Airlines, a été abattu par les Russes dans l'est de l'Ukraine. Du coup, vous l'avez sûrement compris, une hypothèse est née selon laquelle des espions russes auraient été impliqués dans la disparition du vol MH370. Les données d'Inmarsat suggèrent également que l'avion a volé vers le nord et s'est écrasé au Kazakhstan, un État allié de la Russie. Et il y aurait aussi quelques informations d'enquête qui seraient venues confirmer ça.
Selon Wise, le journaliste en aéronautique et le père de l'hypothèse de suicide de Zahari, il y avait 3 passagers russes à bord du vol et l'un d'entre eux était assis à quelques mètres à peine de la trappe qui menait à la boîte électronique de l'avion qui pouvait contrôler la connexion au satellite Inmarsat. La trappe n'était pas verrouillée, bien sûr. Wise a bien sûr une théorie 4B, appelons-la comme ça. Il pense que les Russes ont piraté l'avion vers 1h15 du matin lorsque l'avion survolait la mer de Chine méridionale. 2 passagers auraient créé une diversion en première classe et le 3e, profitant de la panique qui distrayait tous les agents de bord et du fait qu'il était assis près de l'écoutille de l'avion, a pu accéder à la boîte électronique. Vers 1h20 du matin, l'avion était sous le contrôle de ce passager qui a alors éteint tout l'électronique de l'avion, le faisant disparaître des radars. Ce passager aurait ensuite dirigé l'avion vers la péninsule malaisienne, aurait dépressurisé la cabine et aurait coupé les systèmes d'oxygénation d'urgence du pilote et du copilote. Avant le crash, ce passager aurait redirigé l'avion vers le nord-ouest et falsifié les données Inmarsat pour faire croire que l'avion était plutôt en direction du sud. Ouais, vu qu'il avait les commandes des connexions satellites, apparemment, il pouvait aussi falsifier ces données-là. Je m'y connais pas, mais vous me direz si selon vous c'est possible ou pas. Maintenant, le boss final des théories, celle que nous attendons tous, la théorie des réseaux sociaux. Alors, 1 an après la disparition du MH370, des théories de complot sont nées sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont affirmé avoir résolu ce grand mystère, ou pour être plus juste, cette grande tragédie qui est la disparition du vol MH370. Certains internautes ont affirmé que le vrai vol MH370 avait été détourné vers l'Iran en préparation d'une attaque terroriste. D'autres assurent que les batteries au lithium présentes dans la cargaison de l'avion ont pris feu, ce qui a provoqué le crash. D'autres encore que toute cette affaire de disparition était un genre d'arnaque aux assurances. Voilà. La théorie la plus simple, hein. J'ai bien sûr gardé les meilleurs pour la fin. L'avant-dernière théorie serait que l'avion aurait été heurté par une météorite, mais si ça s'est réellement produit, je vais jouer au lotomax, tellement les probabilités sont faibles, hein. Maintenant, la dernière théorie viendrait d'une personne toujours sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui a déclaré avoir reçu des messages vocaux et des SMS très étranges, puisqu'ils contenaient des coordonnées d'un lieu en Indonésie, pas très loin de l'endroit où le vol MH370 a disparu. Les messages vocaux étaient en morse et faisaient référence à un enlèvement extraterrestre. Cette histoire a bien sûr suscité beaucoup d'intérêt, surtout que cette personne a affirmé que sa maison était sous surveillance et qu'il aurait vu quelqu'un prendre des photos de sa maison. Les fameux appels ont été retracés et ils auraient été passés à l'aide d'un service VoIP à partir de 2 hôtels de Port Blair. L'identité de l'appelant reste inconnue et l'histoire de surveillance n'a jamais pu être confirmée. Du coup, vous l'aurez compris, les enquêteurs ont conclu à un canular. En 2018, soit 4 ans après la disparition, les enquêteurs malaisiens ont publié leur rapport final sur le crash/disparition du vol MH370. Dans ce rapport, ils indiquaient clairement que Zahari n'était pas impliqué dans l'incident, mais que l'affaire, elle, reste non résolue. De leur côté, les enquêteurs indépendants et les membres des familles des disparus continuent d'investiguer pour savoir ce qui a pu arriver à leurs proches, et c'est complètement compréhensible. Ghislain Waterloos, qui a perdu sa femme et son fils dans cet incident, a déclaré « Je crois qu'il y a des gens qui savent quelque chose, qui connaissent la véritable histoire. Nous sommes toujours là et nous attendons des réponses. Nous voulons des réponses. » C'est malheureusement comme ça que se termine l'histoire de la disparition du vol MH370. Nous avons peut-être un peu ri en énonçant quelques-unes des théories les plus répandues, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne, mais aussi une histoire vraiment triste avec des familles laissées sans réponse et sans possibilité réelle de faire le deuil. Je ne vais pas m'étaler sur ce deuil et cette attente interminable car je n'ai aucun mot pour exprimer ce qu'ils peuvent ressentir. Du coup, je préfère vraiment parler plus des théories. Est-ce qu'il y en a dans le lot qui vous ont plus convaincu que d'autres? Est-ce que vous connaissez d'autres théories que je n'ai pas citées mais que vous trouvez quand même intéressantes? Dites-moi tout ça dans les commentaires car j'ai vraiment hâte de lire vos avis.
Je m'excuse encore une fois pour le retard dans la publication de mes vidéos, mais croyez-moi, je fais avec le temps que j'ai et ce n'est pas toujours évident. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et que vous êtes déjà abonné, sinon faites-le vite s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, amusez-vous et profitez de la vie, mais restez responsables et safe. Ciao!